Le soleil se levait lentement derrière les collines rocailleuses de l'Arizona, baignant le ranch McKenna d'une lumière dorée qui semblait adoucir la rudesse du paysage. Thomas McKenna se tenait sur le porche de sa maison de bois, une tasse de café fumant entre les mains, contemplant les terres qu'il avait acquises 15 ans plus tôt avec l'espoir d'y bâtir une famille. À 42 ans, ses cheveux châtains commençaient à grisonner aux tempes, et les rides autour de ses yeux bleus témoignaient des années passées sous le soleil impitoyable du désert. Grand et solidement bâti, il portait encore les marques d'une vie de labeur, des mains cailleuses, des épaules larges façonnées par le travail du ranch, et cette façon particulière de se tenir droit malgré le poids des années et des chagrins. Sa routine matinale n'avait pas changé depuis des années. Lever avant l'aube, café noir sans sucre, inspection du bétail, réparation des clôtures, soins aux chevaux. Une existence méthodique qui lui permettait de ne pas trop penser aux fantômes qui hantaient encore les pièces vides de sa maison. Car le ranch McKenna avait été conçu pour une famille nombreuse, avec ses 4 chambres, sa grande cuisine et son salon spacieux où résonnaient autrefois les rires d'enfants qui n'avaient jamais vu le jour. L'histoire de Thomas était gravée dans chaque pierre de cette propriété. Il était arrivé dans l'Arizona en 1868, jeune homme plein d'espoir épousant Margaret O'Sullivan, une institutrice irlandaise aux cheveux roux et au sourire lumineux. Ensemble, ils avaient rêvé d'une vie nouvelle dans l'Ouest, loin des contraintes de la civilisation orientale. Margaret avait transformé la maison rustique en véritable foyer, plantant des fleurs malgré l'aridité du climat, cousant des rideaux colorés, remplissant l'espace de sa présence chaleureuse et de ses chansons gaéliques. Pendant 5 années, ils avaient été heureux. Thomas développait son élevage, Margaret enseignait aux enfants du bourg voisin de Copper Creek. Ils attendaient avec impatience le moment où leur propre progéniture viendrait compléter leur bonheur. Ce moment était enfin arrivé en 1873. Margaret était enceinte, radieuse, préparant avec une joie touchante la venue de leur premier enfant. Elle avait transformé la plus petite chambre en nurserie, tricotant des couvertures, chantonnant des berceuses irlandaises aux bébés qui grandissaient en elle. L'accouchement avait commencé par une belle matinée de septembre. Thomas avait fait venir le docteur Henderson de Copper Creek. Tout était prêt. Mais les complications s'étaient enchaînées. 36 heures de souffrance, d'espoir et d'angoisse. Margaret s'était battue avec un courage qui forçait l'admiration, mais son corps fragile n'avait pas résisté. Elle était morte en donnant naissance à un fils mort-né, emportant avec elle tous les rêves de Thomas. Cette nuit-là, Thomas avait enterré sa femme et son enfant sous le grand chêne qui ombrageait la maison, puis il était entré dans le salon et avait sorti la Bible familiale. C'était un épais volume relié de cuir noir, héritage de son grand-père paternel, un prédicateur méthodiste du Kentucky. Thomas y avait inscrit la date de naissance de Margaret, puis celle de leur mariage. Il avait préparé l'encre pour noter la naissance de leur fils, mais à la place, il avait dû écrire 2 dates de décès. Cette Bible était restée fermée depuis lors, posée sur l'étagère du salon comme un reproche silencieux. Les années suivantes avaient été un long tunnel de solitude et de travail acharné. Thomas s'était jeté dans l'expansion de son ranch, acquérant de nouvelles terres, augmentant son cheptel, construisant des installations plus modernes. Il employait parfois des saisonniers, mais préférait généralement travailler seul. Les habitants de Copper Creek respectaient sa douleur et sa discrétion, cessant peu à peu de l'inviter aux célébrations communautaires. Il était devenu une figure familière mais distante. L'homme qui venait en ville 1 fois par semaine pour ses provisions, saluait poliment mais ne s'attardait jamais. Sa relation avec la religion s'était également compliquée. Élevé dans la foi protestante, il avait longtemps trouvé du réconfort dans la prière et les services dominicaux. Mais la mort de Margaret et de leur enfant avait ébranlé ses certitudes. Il n'arrivait plus à comprendre pourquoi un Dieu bon permettait de telles souffrances. Il continuait à prier parfois, plus par habitude que par conviction, mais évitait l'église de Copper Creek et les sermons du pasteur Whitfield, qui parlait de la volonté divine avec une assurance qui l'irritait. Le ranch lui-même reflétait cette existence solitaire. Bien entretenu et prospère, il manquait néanmoins de cette chaleur humaine qui fait d'une propriété un véritable foyer. La maison était propre mais austère, dépourvue des petites attentions féminines qui l'avaient rendue si accueillante du temps de Margaret. Thomas se contentait de l'essentiel. Des meubles fonctionnels, une cuisine rudimentaire,
Des murs nus à l'exception du portrait de mariage qui trônait au-dessus de la cheminée. C'était dans ce contexte qu'il s'était rendu à Copper Creek ce fameux soir d'octobre 1883. Il n'y allait plus que rarement le soir, préférant ses visites matinales pour éviter l'ambiance parfois brutale du saloon. Mais ce jour-là, il avait eu besoin de voir le docteur Henderson pour un problème avec un de ses chevaux. Et la consultation s'était prolongée. Le brave médecin, qui était devenu au fil des années son seul véritable ami, l'avait convaincu de rester dîner, puis l'avait entraîné au saloon pour une partie de cartes entre hommes civilisés. Copper Creek était une de ces villes frontières typiques de l'époque, née du passage des diligences et de la découverte de quelques filons d'argent dans les collines environnantes. 300 habitants environ, une rue principale bordée de constructions de bois et de terre cuite, un saloon, un magasin général, une église, un bureau de shérif et quelques maisons modestes. La population était un mélange hétéroclite de mineurs, d'éleveurs, de commerçants et d'aventuriers de tous horizons. Comme beaucoup de communautés de l'Ouest, elle oscillait entre les aspirations à la respectabilité et les pulsions plus sauvages de la frontière. Le saloon The Lucky Strike était le cœur de cette vie sociale tumultueuse. Tenu par un certain Murphy, ancien chercheur d'or reconverti dans l'alcool, c'était un établissement bruyant mais relativement bien tenu. Les tables de jeu occupaient la moitié de l'espace, le bar l'autre moitié, et quelques chambres à l'étage accueillaient les voyageurs de passage. C'est là que Thomas s'était retrouvé ce soir-là, acceptant de jouer quelques mains de poker avec le docteur Henderson, le banquier Fitzgerald et 2 ou 3 autres notables locaux. La soirée avait mal tourné dès l'arrivée des frères Cassidy. Jake et Pete Cassidy étaient des éleveurs des collines du Nord, réputés pour leur caractère brutal et leurs méthodes expéditives. Ils possédaient un ranch plus grand que celui de Thomas, mais moins bien tenu, compensant leurs lacunes de gestionnaire par l'intimidation et parfois la violence. Jake, l'aîné, était un homme corpulent au visage rougeau, toujours prompt à la bagarre. Pete, plus jeune et plus malin, préférait la manipulation à la force brute, mais n'était pas moins dangereux. Ces deux-là étaient arrivés avec plusieurs de leurs hommes, déjà bien éméchés, et avaient rapidement transformé l'atmosphère relativement civilisée du saloon en quelque chose de plus tendu. Ils s'étaient joints à la partie de poker, mise en gros et perdant plus gros encore. Thomas, qui jouait avec la modération qui caractérisait tous ses actes depuis des années, avait eu la malchance de gagner plusieurs mains importantes, principalement aux dépens de Jake Cassidy. L'alcool aidant, la frustration de Jake s'était transformée en colère, puis en agressivité. Il accusait Thomas de tricher, réclamait sa revanche, misant des sommes qu'il ne possédait manifestement pas. Le ton était monté, d'autres clients s'étaient rassemblés autour de la table, et la situation menaçait de dégénérer en violence quand Jake avait eu cette idée qu'il avait crue géniale sur le moment. Il s'était souvenu de cette femme apache qu'un de ses hommes avait acquise, quelques jours plus tôt lors d'un échange douteux avec des trafiquants mexicains. Elle attendait dans une remise derrière le saloon, destinée à être revendue ou échangée selon les opportunités. Dans son esprit embrumé par l'alcool et la colère, Jake avait vu là une solution à ses problèmes. Il pourrait payer ses dettes de jeu avec cette marchandise et humilier Thomas par la même occasion. C'est ainsi qu'Ayanna avait été traînée dans le saloon, poussée vers Thomas sous les rires gras et les commentaires obscènes de l'assistance. Elle se tenait droite malgré les liens qui entravaient ses poignets, le regard fier et distant, refusant de montrer sa peur ou son humiliation. Fille de chef apache, elle avait été élevée dans la dignité et le courage, valeurs qui ne l'avaient pas quittée malgré les épreuves subies depuis sa capture. Ayanna était une femme de 28 ans, belle selon les canons de son peuple comme de tout autre. Ses longs cheveux noirs encadraient un visage aux traits fins mais volontaires. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence vive et d'une force intérieure remarquable. De taille moyenne, elle bougeait avec la grâce naturelle de celles qui ont grandi en harmonie avec la nature. Malgré les vêtements usés et sales qu'on lui avait imposés, elle conservait cette prestance particulière aux femmes de haut rang de sa tribu. Son histoire était celle de milliers d'Apaches de l'époque, victimes des guerres incessantes qui déchiraient l'Ouest. Fille de Mangas Coloradas, un chef respecté de la bande des Membrenos, elle avait grandi dans la tradition de son peuple, apprenant les secrets de la médecine traditionnelle, les arts domestiques, mais aussi les techniques de survie et même de combat que maîtrisaient les femmes apaches. Elle était promise à Cochise, jeune guerrier valeureux de sa tribu, et leur union devait sceller une alliance importante entre plusieurs bandes. Mais les raids de l'armée américaine avaient dispersé sa tribu. Cochise était mort au combat, son père grièvement blessé, et elle-même avait été capturée lors de l'attaque de leur campement.
Vendue à des trafiquants mexicains, puis revendue à des Américains, elle avait connu l'humiliation de la marchandise humaine, mais jamais elle n'avait perdu sa fierté ni sa foi en la justice ultime du monde. Quand Thomas avait croisé son regard ce soir-là, quelque chose d'inexplicable s'était produit. Au-delà de la compassion naturelle qu'inspirait sa situation, il avait reconnu en elle cette solitude profonde qui était devenue sa compagne quotidienne. Elle était seule au monde comme lui, arrachée à sa vie d'avant comme lui, contrainte de survivre dans un univers qui ne correspondait plus à ses espoirs initiaux. Cette reconnaissance mutuelle avait créé un lien instantané, une compréhension qui dépassait les barrières de langue et de culture. C'est pourquoi, quand Jake Cassidy avait ri en déclarant « Tiens, prends-la en paiement, elle te tiendra compagnie », Thomas n'avait pas ri. Il avait vu l'humanité bafouée, la dignité piétinée, et cela avait réveillé en lui des sentiments qu'il croyait enterrés avec Margaret. Pour la première fois depuis des années, il avait ressenti autre chose que cette résignation morne qui guidait ses jours. Il avait ressenti de la colère, de la compassion, et peut-être déjà les prémices de quelque chose de plus profond. La suite de cette soirée avait changé le cours de leurs deux existences. Les mots d'Ayanna, prononcés sous les étoiles du désert, « Nous sommes seuls, faisons ce qu'il faut », avaient sonné comme une révélation pour Thomas. Elle ne parlait pas de résignation, mais de choix. Elle ne se plaignait pas de leur solitude, elle en faisait le point de départ d'une possible reconstruction. Ces quelques mots simples avaient touché quelque chose de profond en lui, réveillant une capacité d'espoir qu'il pensait définitivement perdue. Maintenant, alors que l'aube se levait sur son ranch et qu'Ayanna dormait dans la chambre d'amis qu'il lui avait préparée, Thomas réalisait que sa vie venait peu être de prendre un tournant inattendu. Pour la première fois depuis la mort de Margaret, il se trouvait responsable d'une autre personne, confronté à des émotions nouvelles, obligé de sortir de la routine protectrice qu'il s'était construite. Cette perspective l'effrayait autant qu'elle l'attirait, car il savait instinctivement qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Quoi qu'il arrive désormais, sa solitude appartenait au passé. Thomas s'éveilla avant l'aube, comme chaque matin depuis 15 ans, mais cette fois quelque chose avait changé. Une odeur inhabituelle flottait dans l'air de la maison, mélange de café fraîchement moulu et de quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à identifier. Il se leva rapidement, enfila ses vêtements de travail et se dirigea vers la cuisine, guidé par cette senteur mystérieuse qui réveillait en lui des souvenirs presque oubliés. Ayanna se tenait devant le fourneau, dos tourné, ses longs cheveux noirs tressés avec soin. Elle avait trouvé de la farine, des œufs et du lait, et préparait ce qui ressemblait à des galettes. Sur la table, elle avait disposé des baies sauvages qu'elle avait dû cueillir dans l'obscurité précédant l'aube, ainsi que du miel qu'elle avait déniché dans le garde-manger. Le café fumait dans la cafetière en émail, plus riche et parfumé que celui que Thomas préparait habituellement. Elle se retourna en l'entendant approcher, et leurs regards se croisèrent. Dans la lumière douce du matin, sans les ombres et la tension de la soirée précédente, Thomas put vraiment voir cette femme pour la première fois. Elle portait encore les vêtements usés qu'on lui avait imposés, mais elle les avait arrangés avec une dignité naturelle qui transformait ses haillons en tenue presque élégante. Autour de son cou brillait discrètement un collier de turquoise finement travaillé, seul vestige visible de sa vie d'avant. « Bonjour », dit-elle simplement en anglais, avec un accent prononcé, mais une prononciation claire. Thomas réalisa qu'il ne connaissait même pas son nom. Dans le chaos de la soirée précédente, personne ne l'avait présenté autrement que comme une squaw ou une sauvagesse. Il se sentit soudain embarrassé de cette ignorance fondamentale. « Bonjour », répondit-il en s'approchant lentement de la table. « Je ne connais pas votre nom. » Elle hésita un instant, comme si révéler son identité était un geste lourd de conséquences. Puis elle posa sa main sur son collier de turquoise et déclara avec une fierté tranquille. « Ayanna. Cela signifie « fleur éternelle dans ma langue ». « Ayanna », répéta Thomas, testant la sonorité du nom sur sa langue. « Moi, c'est Thomas McKenna. Et vous, vous n'êtes pas obligé de préparer le petit déjeuner. Vous êtes libre ici. » Un sourire fugace passa sur les lèvres d'Ayanna. « Libre » dit-elle en secouant légèrement la tête. « Je ne me souviens plus de ce que ce mot veut dire. Mais je sais cuisiner, et vous avez faim. C'est simple. » Ils mangèrent, ensemble dans un silence relatif, ponctué de tentatives de conversation laborieuses. Ayanna maîtrisait les bases de l'anglais mais cherchait parfois ses mots, tandis que Thomas découvrait qu'il ignorait tout de la culture apache.
Pourtant, au-delà de la barrière linguistique, une compréhension étrange s'installait. Ils étaient tous deux des survivants, marqués par la perte et contraints de reconstruire leur existence sur les décombres de leurs rêves initiaux. Vers 8 heures, le bruit de plusieurs chevaux au galop troubla cette paix matinale. Thomas reconnut immédiatement la démarche autoritaire du shérif Donovan et de ses adjoints. Il se leva, fit signe à Ayanna de rester dans la cuisine et sortit sur le porche pour accueillir ses visiteurs. Le shérif Donovan était un homme dans la cinquantaine, bedonnant et suffisant, qui devait son poste plus à ses connexions politiques qu'à ses compétences. Il était accompagné de ses 2 adjoints habituels, Murphy, Rodriguez, ainsi que de 2 hommes que Thomas ne connaissait pas, mais qui avaient l'allure de mercenaires ou de chasseurs de primes. « Bonjour, Thomas », lança Donovan en descendant de cheval, avec l'assurance de celui qui sait sa position forte. « J'espère que tu as bien dormi après les événements d'hier soir. »« Bonjour, Jim », répondit Thomas posément. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» Donovan eut un sourire qui ne présageait rien de bon. « Tu sais bien pourquoi je suis là. Cette squaw que Jake Cassidy t'a donnée, il faut qu'on discute de sa situation légale. »« Sa situation légale ?» Thomas sentit la colère monter en lui. « Elle a été vendue comme du bétail. »« Je ne vois pas ce qu'il y a de légal là-dedans. »« Justement, » intervint un des inconnus, un homme maigre au regard perçant. « Je suis Wade Collins, agent fédéral. Cette femme est recherchée pour sa participation à des raids contre des convois civils. Elle devrait être dans une réserve, pas ici. » Thomas serra les poings. « Vous avez des preuves de ces accusations ?» Collins haussa les épaules. « Tous les Apaches en liberté sont suspects. C'est la politique du territoire. Soit tu la livres aux autorités, soit tu assumes les conséquences. » À ce moment, Ayanna apparut sur le seuil de la maison. Elle avait écouté la conversation et comprenait parfaitement les enjeux. Thomas la regarda et vit dans ses yeux non pas de la peur, mais une détermination tranquille. Elle s'avança et s'adressa directement à Collins. « Je suis Ayanna, fille de Mangas Coloradas, du peuple Mimbreno. Je n'ai participé à aucun raid. J'ai été capturé alors que je soignais des enfants malades. Mais je suppose que la vérité n'a pas d'importance pour vous. » Son anglais était plus fluide que Thomas ne l'avait imaginé. Collins et Donovan échangèrent un regard surpris. Une sauvagesse qui parlait leur langue et connaissait leurs lois les déstabilisait visiblement. « Peu importe ce que tu prétends, » grogna Donovan. « Tu n'as pas le droit d'être ici sans autorisation. Thomas, tu as jusqu'à demain pour décider. Soit tu la ramènes en ville pour qu'elle soit transférée vers une réserve, soit on vient la chercher nous-mêmes. » Thomas sentit le moment de vérité arriver. Toute sa vie d'homme prudent et respectueux des conventions lui dictait d'accepter, de ne pas s'attirer d'ennui avec les autorités. Mais quand il regarda Ayanna, il vit cette dignité inébranlable, ce courage face à l'injustice, et quelque chose se brisa en lui. « Non », dit-il simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les chevaux semblaient avoir cessé de bouger. « Comment ça, non ?» demanda Donovan, incrédule. « Ayanna reste ici. Elle est libre de ses choix. Si elle veut partir, elle partira. Si elle veut rester, elle restera. Mais personne ne la forcera à quoi que ce soit. » Collins fit un pas en avant, la main posée sur son revolver. « Tu te rends compte de ce que tu dis, McKenna? Tu... » défie l'autorité fédérale. « Ça peut très mal se terminer pour toi. » Thomas ne recula pas. « Je défends le droit d'une femme innocente à ne pas être traitée comme du bétail. Si ça vous pose un problème, vous savez où me trouver. » Ayanna s'approcha de Thomas et posa brièvement sa main sur son bras. Ce geste simple, chargé de gratitude et de solidarité, n'échappa à personne. Dans l'esprit étroit des visiteurs, il confirmait leurs pires soupçons sur la nature de la relation entre le rancher et sa squaw. « Très bien, » siffla Donovan entre ses dents. « Puisque c'est comme ça, tu assumes les conséquences. Mais ne viens pas pleurer quand les gens d'ici auront décidé que tu es devenu trop exotique pour leur goût. » Les 5 hommes remontèrent en selle avec des mines sombres. Avant de partir, Collins se pencha vers Thomas. « J'ai vu des hommes blancs devenir fous à force de vivre avec des sauvages. J'espère que tu ne finiras pas comme eux. » Quand le bruit des sabots se fut éloigné, Thomas et Ayanna restèrent un long moment sur le porche, chacun mesurant la portée de ce qui venait de se passer. Thomas avait franchi une ligne invisible mais réelle, celle qui séparait la respectabilité sociale de la marginalité. En choisissant de protéger Ayanna, il s'était exclu de la communauté blanche de Copper Creek. « Pourquoi ?» demanda finalement Ayanna. «
Pourquoi risquer votre réputation, votre sécurité pour moi? Thomas réfléchit longuement avant de répondre. Hier soir, vous avez dit « Nous sommes seuls, faisons ce qu'il faut ». Je crois que c'est exactement ce que nous venons de faire. Eiyana hocha lentement la tête. Mon père disait toujours qu'on reconnaît la valeur d'un homme à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour. Vous êtes un homme de valeur, Thomas McKenna. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Thomas ne dîna pas seul. Eiyana avait préparé un ragoût avec les légumes du potager abandonné de Margaret et quelques herbes sauvages qu'elle avait cueillies dans les collines. Le repas était délicieux, mais plus encore, la présence d'une autre personne à sa table transformait l'atmosphère de la maison entière. Après le dîner, ils s'installèrent sur le porche pour regarder les étoiles. Eiyana expliqua à Thomas que son peuple lisait dans le ciel nocturne l'histoire du monde et les promesses d'avenir. Elle lui montra des constellations qu'il n'avait jamais remarquées, leur donnant des noms apaches chargés de poésie et de sagesse. « Dans ma tribu, dit-elle doucement, on croit que les étoiles sont les âmes de ceux qui sont partis avant nous. Elles nous regardent et nous guident quand nous sommes perdus. » Thomas pensa à Margaret, à leur enfant mort-né, à tous ceux qu'il avait perdus. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée qu'ils puissent encore, d'une certaine façon, veiller sur lui, ne lui semblait ni naïve, ni consolatrice, mais simplement apaisante. « Eiyana, dit-il finalement, vous avez dit que vous ne vous souveniez plus de ce que voulait dire être libre. Peu, être que nous pourrions réapprendre ensemble. » Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux sombres, Thomas vit briller quelque chose qu'il n'y avait pas vu auparavant. L'espoir. Non pas l'espoir naïf de retrouver le passé, mais celui, plus mature, de construire quelque chose de nouveau à partir des fragments de leur vie brisée. « Oui, murmura-t-elle. Peut être que nous le pourrions. » Cette nuit-là, ils dormirent chacun dans sa chambre, mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Ils n'étaient plus deux étrangers contraints par les circonstances à partager un toit. Ils étaient devenus des alliés, liés par un choix commun de dignité et de résistance face à un monde qui voulait les réduire à ses préjugés et ses peurs. L'épreuve de force avec les autorités avait révélé la vraie nature de leur relation naissante. Non pas celle d'un maître et de sa protégée, mais celle de deux égaux décidés à affronter ensemble les conséquences de leurs convictions. Les jours suivants établirent une routine nouvelle qui surprit Thomas par sa facilité naturelle. Eiyana se levait avant l'aube, comme lui, et ils partageaient désormais le café matinal en silence, chacun respectant le besoin de l'autre de commencer la journée dans la tranquillité. Elle l'accompagnait ensuite dans ses tâches quotidiennes, observant d'abord, puis participant progressivement aux travaux du ranch. Thomas découvrit rapidement qu'Eiyana possédait des compétences remarquables avec les chevaux. Le troisième matin, alors qu'il peinait à calmer une jument nerveuse qui refusait de se laisser ferrer, elle s'approcha lentement de l'animal. Sans un mot, elle posa sa main sur l'encolure de la bête et commença à murmurer quelque chose dans sa langue natale. En quelques minutes, la jument s'apaisa complètement, permettant à Thomas de terminer son travail sans difficulté. « Comment faites-vous cela » demanda-t-il, impressionné. Eiyana caressa encore la crinière de la jument avant de répondre. « Mon peuple vit avec les chevaux depuis toujours. Nous apprenons à leur parler avant même de savoir marcher. Cette jument a peur parce qu'elle a été maltraitée. Il faut du temps pour qu'elle retrouve confiance. » Elle avait prononcé ces derniers mots en regardant Thomas droit dans les yeux, et il comprit qu'elle ne parlait pas seulement de l'animal. Lui aussi avait été blessé, lui aussi avait besoin de temps pour retrouver confiance en la vie et en autrui. Au fil des jours, Eiyana révéla d'autres talents. Elle connaissait les plantes médicinales de la région et savait préparer des remèdes efficaces pour les maux courants du bétail. Elle répara avec une habileté surprenante une selle abîmée, utilisant des techniques de tressage que Thomas n'avait jamais vues. Elle améliora même l'aménagement de l'écurie, suggérant des modifications qui facilitaient le travail quotidien. « Où avez-vous appris tout cela » lui demanda Thomas un soir, alors qu'ils admiraient ensemble le résultat de leurs efforts communs. « Une femme apache doit savoir tout faire, » répondit-elle simplement. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'être inutiles. Dans mon peuple, chacun doit contribuer à la survie de tous. » Thomas réalisa qu'il était en train d'apprendre autant d'elle qu'elle apprenait de lui. Leur conversation, d'abord laborieuse à cause de la barrière linguistique, devenait de plus en plus fluide. Eiyana maîtrisait mieux l'anglais qu'elle ne l'avait laissé paraître initialement, et Thomas commençait à retenir quelques mots d'apache. Plus important encore, ils développaient leur propre langage fait de gestes, de regards et de silences complices.
Cette harmonie naissante fut troublée un matin par l'arrivée inattendue des frères Cassidy. Jake et Pete arrivèrent avec 3 de leurs hommes, ostensiblement pour récupérer une vache égarée qui serait supposément venue paître sur les terres de Thomas. Mais leur véritable motivation était évidente. Ils venaient voir de leurs propres yeux comment évoluait la situation entre le rancher et sa squaw. Thomas sortit de l'écurie où il travaillait avec Ayanna à soigner un cheval boiteux. Il n'avait pas revu les Cassidy depuis la soirée au saloon et se doutait que cette visite ne présageait rien de bon. « Bonjour, Jake Pete », dit-il en s'essuyant les mains sur un linge. « Qu'est-ce qui vous amène » Jake Cassidy, toujours aussi corpulent et rougeau, descendit de cheval avec un sourire mauvais. « On cherche une de nos bêtes, une vache marquée au fer de notre ranch. »« Tu l'aurais pas vue, par hasard ?» Thomas connaissait parfaitement son bétail et était certain qu'aucune vache des Cassidy ne se trouvait sur ses terres. Mais il décida de jouer le jeu. « Non, je n'ai rien. »« Vu. Vous pouvez vérifier, si vous voulez. »« Oh, on va vérifier, » ricana Pete, le regard fixé sur Ayanna qui était sortie de l'écurie et se tenait à quelques pas derrière Thomas. « Mais d'abord, on aimerait saluer ta invitée. » Ayanna soutint son regard sans ciller, la main discrètement posée sur le manche du couteau qu'elle portait toujours à la ceinture depuis leur première nuit au ranch. Thomas sentit la tension monter et fit un pas de côté pour se placer entre elle et les visiteurs. « Ayanna n'a rien à voir avec vos affaires, » dit-il fermement. « Ayanna » répéta Jake en ricanant. « Tu lui as même donné un nom. Dis-moi, Tommy, elle est docile au moins ?»« Parce que les squaws, faut savoir les dresser, sinon elles peuvent devenir dangereuses. » La provocation était évidente. Thomas serra les poings, mais avant qu'il puisse répondre, Ayanna s'avança calmement. « Je suis Ayanna, fille de Mangas Coloradas, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Je ne suis ni dressée, ni docile. Je suis libre, et je choisis d'être ici. » Pete Cassidy cracha dans la poussière. « Libre, tu parles. Les squaws ne sont libres de rien. Elles appartiennent à celui qui les nourrit. Point final. » « Dans ce cas, » répliqua Ayanna sans se démonter, « puisque je contribue autant que je reçois, je n'appartiens à personne. » Cette répartie audacieuse déclencha des ricanements chez les hommes de main, mais Jake et Pete n'appréciaient visiblement pas l'insolence. La situation dégénérait dangereusement quand Thomas intervint. « Je pense que vous feriez mieux de chercher votre vache ailleurs, » dit-il d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Jake fit mine de protester, mais quelque chose dans l'attitude de Thomas l'en dissuada. Le rancher solitaire qu'ils avaient connu avait changé. Il se tenait différemment, plus droit, plus sûr de lui, et surtout, il n'était plus seul. « On reviendra, » grommela Jake en remontant en selle. « Et la prochaine fois, on fouillera peu, être, plus, attentivement. » Après leur départ, Thomas et Ayanna restèrent un moment silencieux, chacun mesurant la portée de cette confrontation. Ce n'était qu'un avant-goût des difficultés qui les attendaient. « Ils reviendront vraiment, » dit finalement Ayanna. « Probablement, » acquiesça Thomas. « Cela vous fait-il peur ?» Elle secoua la tête. « J'ai survécu à bien pire que les frères Cassidy. Mais vous pourriez encore changer d'avis, me renvoyer, éviter tous ces ennuis. » Thomas la regarda longuement. Dans la lumière de cette fin d'après-midi, avec ses cheveux qui captaient les reflets dorés du soleil couchant, elle lui paraissait à la fois forte et vulnérable, farouche et douce. Il réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer la vie au ranch sans sa présence. « Non, » dit-il simplement, « je ne changerai pas d'avis. » Le soir venu, ils s'installèrent comme d'habitude sur le porche pour regarder les étoiles. Ayanna reprit ses leçons d'astronomie apache, montrant à Thomas des constellations invisibles aux yeux non initiés. Mais cette fois, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. « Parlez-moi de votre épouse, » dit-elle soudain. Thomas sursauta. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années, et il n'était pas sûr d'être prêt à y répondre. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Parce que sa mémoire habite encore cette maison. Je la sens partout. Et parce que si nous devons vivre ensemble, je dois comprendre qui vous étiez avant de devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui. » Sa franchise le désarma. Lentement, Thomas commença à parler de Margaret. Il raconta leur rencontre, leur mariage, leurs projets, leur bonheur simple, puis la grossesse, l'accouchement tragique, la mort qui avait tout emporté. Au fur et à mesure qu'il parlait, il sentait un poids s'alléger dans sa poitrine, comme si les mots libéraient enfin une douleur trop longtemps contenue. « Elle vous aimait beaucoup, » murmura Ayanna quand il eut terminé. « Comment pouvez-vous le savoir »
Parce qu'un homme aimé comme vous l'avez été garde en lui une lumière particulière, même quand elle semble éteinte. Cette lumière, je l'ai vue le premier soir, au saloon. C'est elle qui m'a donné espoir. Thomas tourna la tête vers elle, surpris par cette révélation. Vous aviez espoir? Dans cette situation? Toujours, répondit-elle avec un sourire triste. Mon père disait, tant qu'on respire, on peut espérer. Tant qu'on espère, on peut se battre. Je n'ai jamais cessé de croire que ma vie pourrait changer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Thomas s'endormit en pensant à l'avenir plutôt qu'au passé. Et dans la chambre voisine, Ayanna toucha son collier de turquoise en murmurant une prière de gratitude dans sa langue natale. Lentement, patiemment, ils étaient en train de construire quelque chose de nouveau sur les fondations de leur vie brisée. Une semaine après la visite des frères, Cassidy, Thomas découvrit Ayanna agenouillée près de l'enclos, appliquant un cataplasme d'herbe sur la patte enflée d'un jeune poulain. L'animal, habituellement nerveux, se laissait soigner avec une docilité surprenante, comme apaisé par la présence de la jeune femme. « Comment va-t-il » demanda Thomas en s'approchant. « Mieux » répondit Ayanna sans lever les yeux de son travail. « L'infection diminue. Dans 3 jours, il pourra remarcher normalement. » Thomas observa le mélange d'herbes qu'elle utilisait. Certaines plantes lui étaient familières, d'autres complètement inconnues. « Où avez-vous appris la médecine ?»« De ma grand-mère, Itza, » dit Ayanna en se redressant et en s'essuyant les mains sur un linge. « Elle était la guérisseuse de notre bande. Elle disait que soigner était un don mais aussi une responsabilité, que celui qui possède ce savoir doit le partager. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Ayanna parlait spontanément de sa famille, de sa vie, d'avant. Thomas sentit qu'elle lui offrait une part de son intimité, un privilège qu'elle n'accordait pas facilement. « Vous lui ressemblez » demanda-t-il doucement. Un sourire mélancolique éclaira le visage d'Ayanna. « On me le disait souvent, Itza était une femme remarquable, sage, courageuse, respectée de tous. Elle connaissait les secrets des plantes, mais aussi ceux du cœur humain. Elle marqua une pause. Elle me manque terriblement. » Thomas comprit que derrière la force apparente d'Ayanna se cachait un chagrin profond, celui de tous les liens brisés, de tous les êtres chers perdus. Cette révélation créa entre eux une intimité nouvelle, celle de 2 personnes qui avaient appris à porter la douleur sans se laisser détruire par elle. « Mon vrai nom », continua Ayanna comme si elle lisait dans ses pensées, « celui que me donnait ma grand-mère, c'était Itzel. Cela signifie étoile de rosée. Mais quand j'ai été vendue la première fois, mes ravisseurs ont décidé que j'étais Ayanna. J'ai fini par m'habituer à ce nom. « Voulez-vous que je vous appelle Itzel » proposa Thomas. Elle secoua la tête. « Non, Itzel appartenait à un monde qui n'existe plus. Ayanna, c'est qui je suis devenue. Et puis, elle le regarda avec une intensité soudaine. Vous avez prononcé ce nom avec respect dès le premier jour. Cela lui donne une valeur nouvelle. » L'après-midi touchait à sa fin quand une silhouette familière apparut sur le chemin menant au ranch. Thomas reconnut la démarche posée du Dr. Henderson, qui venait régulièrement prendre de ses nouvelles depuis la mort de Margaret. Mais cette fois, l'expression grave du médecin suggérait que sa visite n'était pas une simple courtoisie. « Bonjour, Thomas » dit Henderson en descendant de cheval. « Bonjour, mademoiselle » ajouta-t-il en saluant poliment Ayanna. Cette marque de respect élémentaire surprit agréablement Thomas. Depuis leur cohabitation, peu de visiteurs avaient traité Ayanna avec la moindre considération. « Bonjour, docteur » répondit Thomas. « Qu'est-ce qui vous amène » Henderson jeta un regard embarrassé vers Ayanna, puis reporta son attention sur Thomas. « Je viens en ami, pas en médecin. Et ce que j'ai à vous dire vous concerne tous les deux. » Ils s'installèrent sur le porche. Henderson refusa le café qu'Ayanna lui proposait, signe que sa mission était urgente. « Thomas, » commença-t-il, « j'ai eu la visite du pasteur Whitfield aujourd'hui. Il était très agité. »« À quel sujet ?» demanda Thomas, bien qu'il se doutât de la réponse. « Votre situation. Il a l'intention de venir ici demain pour, et je cite, « sauver l'âme de cette malheureuse païenne et ramener un chrétien égaré dans le droit chemin. » Ayanna et Thomas échangèrent un regard. Ils savaient que cette confrontation était inévitable, mais l'idée d'avoir à justifier leur choix devant un homme d'Église les mettait mal à l'aise. Il n'est pas seul dans ses préoccupations, continua Henderson. Une partie de la communauté commence à s'inquiéter. Il parle de mauvais exemples, de dégradation morale.
Certains évoquent même l'idée d'une pétition pour vous demander de régulariser la situation. Régulariser? S'exclama Thomas. Qu'est-ce que cela signifie? Soit vous épousez cette demoiselle selon les rites chrétiens, soit vous la renvoyez vers une réserve. Il n'y a pas de troisième option dans leur esprit. Et Yana prit la parole pour la première fois. Et qu'arrivera-t-il si nous refusons l'une et l'autre solution? Henderson la regarda avec compassion. Ils trouveront un moyen de vous forcer la main. Pression économique, sociale, peut être même légale. Ces gens-là n'abandonnent jamais quand ils se croient dans leur bon droit. Le silence qui suivit fut lourd de réflexion. Thomas sentait le poids des décisions qui l'attendaient. Jusqu'à présent, il avait agi impulsivement, guidé par ses convictions morales. Mais maintenant, il devait faire face aux conséquences pratiques de ses choix. Henderson soupira. En tant que médecin, j'ai vu cette jeune femme soigner votre poulain avec une compétence remarquable. En tant qu'homme, je constate qu'elle vous a redonné une vitalité que vous aviez perdue depuis des années. Et en tant que chrétien, il marqua une pause. Je pense que la charité et le respect de la dignité humaine valent mieux que tous les préjugés du monde. Après le départ du docteur, Thomas et Ayanna restèrent longtemps silencieux sur le porche. Le soleil se couchait derrière les collines, baignant le paysage d'une lumière dorée qui adoucissait les contours du monde. « Thomas, dit finalement Ayanna, je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Si ma présence ici vous attire trop d'ennuis. »« Non, l'interrompit-il fermement. Ne dites pas cela. Vous n'êtes responsable de rien. C'est leur intolérance qui pose problème, pas votre présence. Mais ils ont raison sur un point, insista-t-elle. Notre situation est ambiguë. Nous vivons sous le même toit. Nous partageons nos repas, nos journées. Mais nous ne sommes ni époux, ni frères et sœurs, ni maîtres et servantes. Qu'est-ce que nous sommes exactement? C'était la question que Thomas s'efforçait d'éviter depuis des jours. Il savait qu'Ayanna était devenue bien plus qu'une protégée ou une aide au ranch. Elle était devenue, quoi? Une amie? Une confidente? Quelque chose de plus profond qu'il n'osait encore nommer. « Je ne sais pas, avoua-t-il, mais je sais que votre présence ici me rend heureux d'une façon que je n'espérais plus. Cela suffit-il? » Ayanna se tourna vers lui. Et dans la lumière déclinante, Thomas vit quelque chose de nouveau dans ses yeux, une tendresse qu'elle n'y avait jamais laissé paraître auparavant. « Pour moi, oui, » murmura-t-elle. « Mais les autres exigeront des réponses plus précises. » Cette nuit-là, Thomas ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se leva vers minuit et se dirigea vers le petit bureau où il tenait les comptes du ranch. Dans le tiroir du bas, sous une pile de documents, se trouvait une lettre qu'il avait commencé à écrire 3 ans plus tôt et n'avait jamais terminée. Une lettre adressée à Margaret, écrite dans un moment de désespoir profond. Il la relut à la lumière de la chandelle. Des mots de douleur, de colère, de questionnement. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi l'avait-elle laissée seule? Comment était-il censé continuer sans elle? La lettre s'arrêtait brutalement au milieu d'une phrase, comme si les mots avaient fini par lui manquer. Thomas prit une plume, et après un long moment d'hésitation ajouta quelques lignes. « Margaret, ma bien-aimée, je crois que le moment est venu pour moi d'apprendre à vivre sans toi. Non pas t'oublier, jamais cela, mais accepter que ma vie continue. Une femme remarquable a croisé mon chemin, et elle m'aide à redécouvrir qui je peux être quand je ne suis pas seulement l'homme qui t'a perdu. Je pense que tu l'aimerais. Je pense qu'elle t'aurait aimé aussi. Pardonne-moi de choisir l'espoir plutôt que le chagrin. Ton époux qui t'aime toujours, Thomas. » Il plia la lettre, sortit dans la nuit fraîche, et se dirigea vers le grand chêne sous lequel reposaient Margaret et leur enfant. Là, il enterra la lettre près de la tombe, geste symbolique qui marquait la fin d'une époque et le commencement d'une autre. Quand il rentra dans la maison, il aperçut de la lumière sous la porte d'Ayanna. Elle aussi, semblait-il, avait du mal à dormir. Mais il ne frappa pas. Demain apporterait ses défis, et ils les affronteraient ensemble. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle était là, de l'autre côté de cette porte, veillant comme lui dans la nuit étoilée de l'Arizona. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation nocturne qui avait marqué un tournant dans leur relation. La routine du ranch avait pris une harmonie nouvelle, comme si chaque geste, chaque tâche trouvait naturellement sa place dans un ballet quotidien orchestré par 2 volontés qui s'accordaient de mieux en mieux. Thomas découvrait chaque jour de nouvelles facettes de la personnalité d'Ayanna. Elle possédait une curiosité intellectuelle qui l'étonnait, s'intéressant à tout ce qui l'entourait avec une attention minutieuse. Il l'avait trouvée un matin penchée sur sa Bible, déchiffrant lentement les caractères latins avec une concentration intense.
Vous savez lire? Lui avait-il demandé, surpris. Un peu, avait-elle répondu sans lever les yeux du livre. Les missionnaires qui sont venus dans notre région quand j'étais enfant ont enseigné l'alphabet à quelques-uns d'entre nous. Mon père pensait qu'il était important de comprendre la langue et l'écriture des hommes blancs. Elle avait tourné une page avec précaution, comme si elle manipulait un objet précieux. Votre livre parle d'un homme appelé Job. Il a tout perdu, mais il a gardé sa foi. C'est une belle histoire. Thomas s'était assis près d'elle sur le banc de la cuisine. Que pensez-vous de tout cela? De ces enseignements? Eyana avait réfléchi longuement avant de répondre. Mon peuple croit en un grand esprit qui habite toutes choses. Votre Dieu semble différent, mais peu. Être parlons-nous de la même force sous des noms différents. Ce qui m'intéresse, c'est que votre Job ressemble aux guerriers Apaches. Il endure, il résiste, il ne renonce jamais. Cette conversation avait marqué le début d'échanges plus profonds entre eux. Eyana questionnait Thomas sur sa foi, sur ses doutes, sur les raisons qui l'avaient éloigné de l'Église après la mort de Margaret. En retour, elle partageait les croyances de son peuple, expliquant comment les Apaches voyaient le monde comme un grand cercle où tout était lié, où chaque être avait sa place et son rôle. Dans notre tradition, lui avait-elle dit un soir alors qu'il regardait les étoiles. Nous croyons que les épreuves nous sont envoyées pour nous faire grandir. Pas pour nous punir, mais pour nous enseigner qui nous sommes vraiment. Et que vous ont enseigné vos épreuves? Avait demandé Thomas. Qu'on peut tout perdre, sauf sa dignité. Et que parfois, quand on pense avoir tout perdu, la vie nous offre quelque chose d'inattendu. Cette nuit-là, pour la première fois, Thomas avait osé prendre la main d'Ayana dans la sienne. Un geste simple, presque timide, mais qui avait scellé quelque chose entre eux. Elle n'avait pas retiré sa main, et ils étaient restés ainsi jusqu'à ce que le froid de la nuit les oblige à rentrer. Leur relation évoluait avec la prudence de deux personnes qui avaient appris à leurs dépens que le bonheur était fragile. Ils se rapprochaient par petites étapes, s'apprivoisaient mutuellement avec la patience de ceux qui savent que les plus belles choses ne se construisent pas dans la précipitation. Eyana avait transformé la maison de façon subtile mais profonde. Elle avait repris le jardinage que Margaret avait abandonné, plantant des herbes médicinales entre les légumes, créant un petit espace de beauté dans ce paysage austère. Elle avait aussi commencé à préparer des repas plus élaborés, mélangeant les traditions culinaires de son peuple avec ce qu'elle apprenait de la cuisine des Blancs. Thomas, de son côté, s'efforçait de créer un environnement où Ayana se sente vraiment chez elle. Il avait aménagé un coin de l'atelier où elle pouvait préparer ses remèdes et sécher ses plantes. Il lui avait aussi donné accès à tous les livres de la maison, découvrant avec plaisir qu'elle dévorait avec avidité tout ce qui lui tombait sous la main. Un matin de novembre, alors qu'ils prenaient leur café, habituel sur le porche en admirant les premières lueurs de l'aube, Thomas prononça les mots qu'il gardait en lui depuis plusieurs jours. « Eyana, vous n'êtes plus seule. » Elle tourna vers lui un visage où se mêlaient surprise et émotion. « Je sais, » murmura-t-elle. « Vous non plus, Thomas McKenna. » Il y eut un silence, puis Thomas ajouta avec une gravité qui donnait à ses paroles un poids particulier. « Je crois que je suis en train de vous aimer. » Le cœur d'Ayana s'accéléra. Elle avait senti grandir entre eux cette tendresse particulière, mais entendre Thomas l'exprimer clairement la bouleversait. Elle posa sa tasse et se tourna complètement vers lui. « Moi aussi, » dit-elle simplement, « mais cela me fait peur. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai aimé m'a été arraché. Ma famille, mon peuple, ma terre, l'homme à qui j'étais promise. J'ai peur d'aimer encore et de perdre encore. » Thomas comprit cette crainte parce qu'elle était exactement la sienne. Lui aussi redoutait de s'attacher de nouveau, de redevenir vulnérable à la douleur de la perte. « Peut être, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, que nous pouvons apprendre ensemble à aimer malgré la peur. » Le baiser qui suivit fut doux, presque hésitant, comme s'il scellait un pacte secret avec la vie. Quand ils se séparèrent, Eyana appuya son front contre celui de Thomas. « Si nous faisons cela, » murmura-t-elle, « si nous nous aimons vraiment, nous devrons affronter le monde entier. »« Alors nous l'affronterons, » répondit Thomas avec une détermination qui le surprit lui-même. Leur moment d'intimité fut interrompu par le bruit caractéristique de plusieurs chevaux qui approchaient au galop. Thomas reconnut immédiatement la silhouette imposante du colonel Bradshaw, commandant du fort militaire de la région, accompagné de 4 soldats en uniforme. « Restez calme, » murmura Thomas à Eyana en se levant. « Laissez-moi parler. » Le colonel Bradshaw était un homme de 50 ans environ, aux manières correctes mais fermes,
qui représentait l'autorité fédérale dans cette région troublée. Contrairement au shérif Donovan, il n'était ni corrompu ni brutal, mais il appliquait la loi avec une rigueur militaire qui ne souffrait d'aucune exception. « Monsieur McKenna, dit-il, en descendant de cheval et en saluant poliment. « Bonjour, mademoiselle, ajouta-t-il en direction d'Ayanna avec la courtoisie automatique d'un officier bien élevé. « Colonel, répondit Thomas, que puis-je faire pour vous? J'ai reçu un rapport concernant la présence d'une femme apache dans cette propriété. Je viens vérifier la situation et m'assurer que tout est conforme à la réglementation territoriale. » Bradshaw sortit un document de sa poche. Selon les lois en vigueur, tous les membres des tribus apaches doivent résider dans les réserves désignées à cet effet, sauf autorisation spéciale. Cette dame possède-t-elle les papiers requis? Ayanna s'avança. Sortit de son corsage les documents froissés qu'elle conservait précieusement depuis sa première vente. « Voici mes papiers, colonel. J'ai été légalement acquise selon les termes de la loi territoriale. » Bradshaw examina les documents avec attention, son visage ne trahissant aucune émotion. Après un long moment, il releva la tête. « Ces papiers sont techniquement en règle, » admit-il à contre-cœur. « Mais la situation reste inhabituelle. Monsieur McKenna, êtes-vous conscient des implications de votre arrangement? » « Parfaitement, » répondit Thomas, en se rapprochant d'Ayanna dans un geste de protection évident. Le colonel observa cette proximité avec l'œil exercé d'un homme habitué à jauger les situations. « Je vois. Dans ce cas, permettez-moi de vous mettre en garde. L'armée surveille de très près tous les mouvements apaches dans la région. Toute activité suspecte, tout contact avec des membres de tribus hostiles sera sévèrement sanctionné. Suis-je bien clair? »« Parfaitement clair, » acquiesça Thomas. Bradshaw remonta en selle, puis se pencha vers eux une dernière fois. « Monsieur McKenna, vous semblez être un homme honorable. Mais les temps sont troublés, et la patience de l'armée a ses limites. Assurez-vous de ne pas la dépasser. » Après le départ des soldats, Thomas et Ayanna restèrent longtemps silencieux. La menace était claire. Leur bonheur naissant était surveillé, mesuré, pesé par des autorités qui ne demandaient qu'un prétexte pour intervenir. « Nous marchons sur une corde raide, » murmura Ayanna. « Alors nous veillerons à ne pas tomber, » répondit Thomas en la prenant dans ses bras. Cette nuit-là, pour la première fois, ils s'endormirent côte à côte sur le sofa du salon, gardant leurs vêtements mais partageant la chaleur de leur corps et la tendresse de leur amour naissant. Dehors, les étoiles veillaient sur leur sommeil fragile, témoins silencieux d'un bonheur qui devrait se battre pour exister. 2 semaines après la visite du colonel Bradshaw, Thomas prit une décision qui lui coûtait depuis des mois. Il était temps de montrer à Ayanna la chambre de Margaret, cette pièce qu'il avait maintenue intacte depuis 10 ans comme un sanctuaire, à la mémoire de son épouse disparue. Il choisit un après-midi calme, quand la lumière dorée de novembre filtrait doucement à travers les fenêtres de la maison. Ayanna était en train de coudre près de la cheminée, réparant une chemise de Thomas avec la patience méticuleuse qui caractérisait tous ses gestes. Elle leva les yeux quand il s'approcha, remarquant immédiatement la gravité inhabituelle de son expression. « Ayanna, » dit-il en s'asseyant près d'elle, « j'aimerais vous montrer quelque chose. Mais d'abord, je dois vous expliquer pourquoi c'est important. » Elle posa son ouvrage et lui accorda toute son attention, sentant qu'un moment crucial s'annonçait. « Depuis la mort de Margaret, j'ai gardé notre chambre exactement comme elle l'avait laissée. Ses affaires, ses livres, ses vêtements, tout est resté en place. Je pensais que c'était une façon de lui rendre hommage, de préserver sa mémoire. Mais maintenant, » il s'interrompit, cherchant ses mots. Ayanna posa sa main sur la sienne, l'encourageant silencieusement à continuer. « Maintenant, je me rends compte que c'était plutôt une façon de refuser d'accepter sa mort, de m'empêcher de vivre vraiment. Et si nous devons construire quelque chose ensemble, vous et moi, je ne peux pas le faire en gardant un pied dans le passé. » Ayanna comprit immédiatement l'importance de ce qu'il lui proposait. « Vous voulez que je vous aide à ranger ses affaires? Si vous l'acceptez, ce ne sera pas facile, mais je pense que c'est nécessaire. » Elle acquiesça sans hésitation. « Montrez-moi. » Thomas la guida vers la chambre située à l'autre extrémité de la maison. Quand il ouvrit la porte, Ayanna retint son souffle. La pièce était exactement comme l'avait décrite Thomas, figée dans le temps, préservée avec un soin religieux. Les robes de Margaret pendaient encore dans l'armoire. Ses bijoux étaient disposés sur la coiffeuse, ses livres ouverts aux pages qu'elle lisait avant sa mort. « Elle était très belle, » murmura Ayanna en observant le portrait accroché au-dessus du lit. « Oui, »
répondit Thomas avec une tendresse mêlée de tristesse. « Et elle était bonne !» Elle aurait voulu que je sois heureux. Ils commencèrent par les vêtements, et Yana maniait chaque robe, chaque châle avec un respect infini, comme si elle manipulait des reliques sacrées. Elle pliait soigneusement chaque pièce, en demandant à Thomas ce qu'il souhaitait en faire. « Gardez ce qui a une valeur sentimentale particulière », suggéra-t-elle. « Pour le reste, nous pourrions le donner aux femmes nécessiteuses de Copper Creek. » Tom s'approuva cette idée. Margaret aurait aimé que ses affaires servent à d'autres femmes plutôt que de pourrir dans une armoire fermée. Ce fut en vidant le fond de l'armoire qu'ils découvrirent le coffre en cèdre. Thomas l'avait complètement oublié. Quand il l'ouvrit, il découvrit une robe de mariée inachevée, soigneusement pliée dans du papier de soie. Margaret travaillait dessus dans les dernières semaines de sa grossesse, rêvant de la porter pour renouveler leurs vœux de mariage après la naissance de leur enfant. Thomas prit la robe entre ses mains, et pour la première fois depuis des années, il pleura, vraiment pleura, avec des sanglots qui venaient du plus profond de son être. Yana s'agenouilla près de lui et le prit dans ses bras, le laissant exprimer enfin un chagrin trop longtemps retenu. « Elle voulait la porter pour célébrer notre nouvelle famille », balbutia-t-il entre deux sanglots. « Elle y travaillait tous les soirs, elle était si heureuse. »« Elle l'est peut être encore », murmura Yana en caressant ses cheveux. « D'une façon différente, quelque part où nous ne pouvons pas la voir. » Quand Thomas se calma, Yana examina la robe avec l'œil expert d'une couturière expérimentée. Le travail était exquis, mais incomplet. Il manquait une grande partie des broderies et des finitions. « Thomas, dit-elle doucement, puis-je vous proposer quelque chose qui vous semblera peu être étrange ?» Il la regarda, intrigué. « Laissez-moi terminer cette robe. »« Non pas pour moi, » s'empressa-t-elle d'ajouter en voyant son expression surprise, « mais en hommage à Margaret, pour achever ce qu'elle avait commencé. Ce serait ma façon de lui rendre respect. » Cette proposition toucha Thomas au cœur. Il y avait quelque chose de profondément généreux dans cette volonté d'honorer la mémoire de celle qui l'avait précédée dans le cœur de Thomas. « Vous feriez cela ? » ?»« Oui. Et quand elle sera terminée, nous pourrons décider ensemble de ce qu'il convient d'en faire. » Pendant qu'il poursuivait le rangement de la chambre, les nouvelles de Copper Creek leur parvenaient par bribes, apportées par les rares visiteurs bienveillants comme le docteur Henderson. La situation en ville devenait de plus en plus tendue. Le pasteur Whitfield avait effectivement organisé une campagne morale contre ce qu'il appelait la cohabitation scandaleuse du ranch McKenna. « Il prêche maintenant ouvertement contre vous », rapporta Henderson lors d'une de ses visites. « Il parle de contamination païenne, de dégradation des valeurs chrétiennes. Une partie de la congrégation le soutient, mais pas tous heureusement. »« Et les autorités civiles ?» demanda Thomas. Donovan attend de voir de quel côté souffle le vent. Si la pression populaire devient trop forte, il sera obligé d'agir. Quant au colonel Bradshaw, il respecte pour l'instant la légalité de votre situation, mais il surveille. Ces nouvelles assombrissaient l'atmosphère du ranch, mais ne parvenaient pas à entamer complètement le bonheur que Thomas et Yana construisaient jour après jour. Leur amour grandissait dans l'intimité de leurs conversations nocturnes, dans la complicité de leur travail commun, dans ces moments de tendresse volés entre les corvées quotidiennes. Un soir, alors qu'Ayana travaillait sur la robe de Margaret à la lumière de la lampe, Thomas l'observa en silence. Ses doigts agiles maniaient l'aiguille avec une précision artistique, ajoutant aux broderies inachevées des motifs qui mêlaient subtilement les traditions européennes de Margaret et les symboliques apaches d'Ayana. « Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, » remarqua-t-il. « C'est ce que nous faisons tous les deux, » répondit-elle sans lever les yeux de son ouvrage. « Nous prenons ce qui était, nous y ajoutons ce que nous sommes, et nous créons ce qui sera. » Cette phrase résuma parfaitement ce qui se passait au ranch McKenna. Il ne cherchait pas à effacer le passé, ni Margaret, ni les traditions apaches d'Ayana, ni leurs souffrances respectives. Il les intégrait dans quelque chose de plus grand, de plus riche, de plus complexe. « Yana, » dit Thomas en s'approchant d'elle, « quand cette robe sera terminée, j'aimerais que vous la portiez. » Elle s'arrêta de coudre et le regarda avec surprise. « Mais c'est la robe de Margaret. »« Non, » l'interrompit-il doucement. « C'était son projet, mais c'est devenu votre création. Et j'aimerais que vous la portiez le jour où nous nous marierons. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Yana posa son ouvrage et se leva pour faire face à Thomas. « Est-ce une demande en mariage ?» murmura-t-elle.
C'est la promesse que quand nous serons prêts tous les deux, quand nous aurons trouvé la façon de concilier nos deux mondes, je vous épouserai avec joie et fierté. » Elle se jeta dans ses bras et leur étreinte scella cette promesse d'avenir. Dehors, le vent de novembre soufflait dans les collines d'Arizona. Mais dans la maison McKenna, deux cœurs battaient à l'unisson, construisant leur bonheur pierre par pierre, malgré un monde qui s'obstinait à ne pas comprendre. Cette nuit-là, ils partagèrent pour la première fois le grand lit de la chambre principale, non plus en invités dans la maison du passé, mais en propriétaires légitimes de leur propre avenir. La robe inachevée de Margaret, maintenant enrichie par les mains d'Ayanna, les bénissait silencieusement depuis son coffre en cèdre, pont symbolique entre ce qui était et ce qui serait. Décembre était arrivé avec ses nuits glaciales et ses journées courtes qui obligeaient Thomas et Ayanna à passer de longs moments à l'intérieur, blottis près du feu. C'était une période d'intimité accrue, où leur conversation prenait une profondeur nouvelle. Ayanna travaillait quotidiennement sur la robe de Margaret, y ajoutant des détails d'une beauté saisissante qui transformait le vêtement en véritable œuvre d'art. Ce soir-là, une tempête de neige s'était abattue sur la région, isolant complètement le ranch du monde extérieur. Thomas avait renforcé les clôtures et rentré le bétail, tandis qu'Ayanna avait préparé des provisions pour plusieurs jours. Il savait qu'il serait seul, coupé de tout, pendant au moins 48 heures. Assis près de la cheminée après le dîner, ils écoutaient le vent hurler autour de la maison. Thomas observait Ayanna qui cousait à la lumière dansante du feu, admirant la concentration gracieuse avec laquelle elle maniait son aiguille. Il remarqua qu'elle portait un petit médaillon en argent qu'il n'avait jamais vu auparavant. « C'est nouveau ?» demanda-t-il en désignant le bijou. Ayanna porta instinctivement sa main à son cou. « Non, je l'ai toujours eu, mais je le gardais caché. C'est très personnel. »« Je comprends, » dit Thomas respectueusement. « Vous n'êtes pas obligé de m'en parler. » Mais Ayanna posa son ouvrage et le regarda avec cette intensité qu'il apprenait à reconnaître quand elle s'apprêtait à révéler quelque chose d'important. « Si, je crois qu'il est temps, » murmura-t-elle. « Après tout ce que nous avons partagé, vous avez le droit de savoir. » Elle ouvrit le médaillon avec précaution, révélant 2 petites photographies jaunies. La première montrait une femme apache d'une beauté remarquable, aux traits fins et au regard intelligent. La seconde représentait un homme imposant, clairement un chef, avec des yeux perçants et une prestance naturelle qui transparaissait même dans ce petit portrait. « Mes parents, » dit-elle simplement. « Ma mère, Paloma, et mon père, Mangas Coloradas. » Thomas prit délicatement le médaillon pour mieux voir les visages. Quelque chose dans les traits de l'homme lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à situer ce souvenir. « Votre père était vraiment un chef ?» demanda-t-il. « L'un des plus respectés de notre peuple. Un homme de guerre, mais aussi de sagesse. » Elle s'interrompit, observant attentivement l'expression de Thomas. « Qu'y a-t-il ? Vous avez l'air troublé. » Thomas continuait de fixer la photographie, une sensation étrange s'emparant de lui. Ce visage, ces yeux. Soudain, le souvenir lui revint avec une clarté brutale. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mangas Coloradas, mais je l'ai rencontré. » Ayanna sursauta. « Quoi ? Quand ? Où ?» Thomas se leva d'un bond, se dirigea vers son bureau et revint avec une vieille carte de la région. Il l'étala sur la table et pointa un endroit précis. « Ici, près de Pinos Altos. C'était en 1875. J'étais guide pour une patrouille de l'armée. Nous avions été attaqués par des bandits mexicains, et votre père, Mangas, est arrivé avec ses guerriers. Au lieu de nous achever, il nous a aidés. » La voix de Thomas se fit plus intense à mesure que les détails lui revenaient. Il parlait anglais, et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Un jour, Thomas McKenna, je paierai ma dette envers toi. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Nous ne lui devions rien, c'est lui qui nous avait sauvés. Ayanna était devenue très pâle. Quelle dette ? J'avais empêché un des soldats de lui tirer dessus par traîtrise. Le soldat visait votre père dans le dos pendant qu'il nous parlait. Je l'ai arrêté, et votre père s'en est rendu compte. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Ayanna fixait Thomas avec une expression où se mêlaient incrédulité et compréhension progressive. « Thomas, » dit-elle d'une voix étranglée, « quand exactement avez-vous rencontré mon père ? » « En août 1875. Pourquoi ? Parce que mon père est mort 3 mois plus tard, en novembre 1875. Et, avant de mourir, il m'a fait appeler.
Ayana se leva et commença à faire les 100 pas devant la cheminée, les pièces du puzzle se mettant en place dans son esprit. Il m'a dit qu'il avait rencontré un homme blanc différent des autres. Un homme bon qui lui avait sauvé la vie sans rien demander en retour. Il m'a dit que si jamais notre peuple était dispersé, si jamais j'étais en danger, je devais essayer de retrouver cet homme. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Il vous a dit comment me retrouver ?» Il m'a donné votre nom et décrit votre ranch. Mais surtout, il avait organisé ma capture. Le mot tomba comme une sentence. Thomas la regardait sans comprendre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et Yana s'arrêta devant lui, les larmes aux yeux. Mon père savait que les guerres contre les Blancs allaient détruire notre peuple. Il savait que les femmes et les enfants seraient les premières victimes. Alors il a conclu un marché secret avec certains trafiquants mexicains. Elle s'assit lourdement comme si le poids de la révélation l'écrasait. Il leur a donné de l'or, beaucoup d'or, pour qu'ils me capturent et s'arrangent pour que je finisse entre vos mains. Tout était prévu. Ma vente aux frères, Cassidy, leur dette de jeu, votre présence au saloon ce soir-là. Thomas était abasourdi. Vous saviez? Depuis le début, vous saviez? Pas tout, se défendit-elle. Je savais que mon père avait organisé quelque chose pour me protéger, mais j'ignorais les détails. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment jusqu'à ce que vous mentionniez Pino Saltos. Thomas se sentit trahi, manipulé. Tout ce qu'il avait vécu, tous ses sentiments, sa décision de la protéger, leur amour naissant, tout cela n'était-il qu'une mise en scène orchestrée par un chef apache mourant? Vous m'avez menti, dit-il d'une voix sourde. Non, s'écria Ayana en se jetant à genoux devant lui. Je ne vous ai jamais menti. Mon amour pour vous est réel. Ma reconnaissance, mon respect, tout est vrai. Je ne savais pas que vous étiez l'homme que cherchait mon père jusqu'à ce soir. Thomas se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige tomber dans la nuit noire. Il avait l'impression que tout son monde s'écroulait une nouvelle fois. Alors, notre rencontre. Ce n'était pas le hasard. C'était calculé. L'arrangement initial, oui, admit Ayana dans un souffle. Mais tout le reste, Thomas, tout ce qui s'est passé entre nous, c'est réel. Mon père espérait que vous me protégeriez par reconnaissance. Être que vous m'épouseriez par devoir. Il n'avait pas prévu que nous tombions vraiment amoureux. Elle s'approcha de lui, mais il recula. « Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit maintenant ?» demanda-t-il avec amertume. « Parce que vous me connaissez, » répondit-elle fermement. « Parce que vous avez vu qui je suis vraiment ces derniers mois. Croyez-vous sincèrement que j'aurais pu simuler tous ces moments? Nos conversations, nos rires, nos silences, notre intimité? Pensez-vous que j'aurais pu feindre mes sentiments dans vos bras? » Thomas la regarda vraiment pour la première fois depuis sa révélation. Elle pleurait silencieusement, mais son regard était direct, honnête, sans faux semblant. « Mon père était un homme sage, » continua-t-elle. Il savait que l'amour ne se commande pas, ne se force pas. Il espérait créer les conditions d'une rencontre, rien de plus. Ce qui est né entre nous, Thomas, c'est notre création, pas la sienne. Thomas sentit sa colère s'apaiser lentement. Au fond de lui, il savait qu'elle disait la vérité. Leur amour était trop authentique, trop profond pour être artificiel. Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Parce que j'avais peur de votre réaction. Peur que vous ne compreniez pas que les motivations de mon père étaient pures. Il ne voulait pas vous tromper. Il voulait me sauver la vie en me confiant au seul homme blanc en qui il avait confiance. Elle s'agenouilla de nouveau devant lui. « Thomas, regardez-moi. Dans mes yeux, dans mon cœur, qu'est-ce que vous voyez ?» Il plongea son regard dans le sien et y retrouva tout ce qu'il avait appris à aimer, la sincérité, la tendresse, la force tranquille, l'amour vrai. « Je vois la femme que j'aime, » murmura-t-il finalement. « Alors, peu importe comment nous nous sommes rencontrés, » dit-elle en prenant ses mains. « Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit ensemble. » Thomas l'aida à se relever et la prit dans ses bras. La révélation avait été un choc, mais elle ne changeait rien à l'essentiel. Leur amour était réel, leur bonheur authentique. « Votre père était un homme remarquable, » dit-il finalement. « Il a su voir au-delà des différences, au-delà de la guerre. Il a fait confiance à un inconnu pour protéger ce qu'il avait de plus précieux. Et il avait raison, » murmura Ayana contre son épaule. « Vous m'avez non seulement protégé, vous m'avez rendu la vie. » Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre pendant que la tempête faisait rage dehors, ils comprirent que leur histoire était plus grande qu'eux. Elle était le fruit de la sagesse d'un père mourant, de la générosité d'un homme solitaire
et de la force de l'amour qui transcende toutes les barrières. Mangas Coloradas avait payé sa dette envers Thomas de la plus belle façon possible, en lui donnant une raison de croire de nouveau en l'avenir. La tempête s'était calmée 3 jours plus tard, laissant derrière elle un paysage transformé par la neige. Thomas et Ayanna avaient utilisé ce temps d'isolement forcé pour renforcer leur relation après la révélation bouleversante du médaillon. Loin de les séparer, la vérité sur les circonstances de leur rencontre avait approfondi leur compréhension mutuelle et leur engagement l'un envers l'autre. Quand ils purent enfin sortir du ranch, ce fut pour découvrir que le monde extérieur avait également changé. Le Dr. Henderson arriva le premier, chevauchant difficilement dans la neige épaisse, le visage grave sous son chapeau gelé. « Thomas, Ayanna, dit-il en descendant péniblement de cheval, j'ai de mauvaises nouvelles. » Ils l'accueillirent dans la cuisine réchauffée, lui offrant du café chaud pendant qu'il retrouvait sensation dans ses mains engourdies. « Le pasteur Whitfield a organisé une assemblée publique pendant la tempête, annonça-t-il sans préambule. Il a réussi à convaincre une majorité de citoyens que votre situation constituait une menace pour la moralité publique et la sécurité de la communauté. » Thomas sentit son estomac se nouer. Quelle sorte de menace? Il prétend que la présence d'une Apache non surveillée dans la région pourrait attirer d'autres membres de sa tribu. Il parle de signaux secrets, de préparatifs de raid. C'est ridicule, bien sûr, mais la peur rend les gens crédules. Ayanna posa sa tasse avec un geste contrôlé, mais Thomas vit ses mains trembler légèrement. Qu'ont-ils décidé? Ils exigent que tu renvoies Ayanna vers une réserve dans les 15 jours, ou qu'ils organisent eux-mêmes son transfert. Le shérif Donovan promit d'appliquer leur décision si tu refuses de coopérer. Thomas se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le plancher. « Et le colonel Bradshaw ?» Il a dit que nos papiers étaient en règle. Bradshaw est pragmatique. Si la population civile manifeste massivement contre votre arrangement, il préférera céder plutôt que de risquer des troubles. L'armée n'aime pas les complications politiques. Un silence pesant s'installa dans la cuisine, et Ayanna regardait fixement ses mains comme si elle pouvait y lire l'avenir. Thomas fit les 100 pas, réfléchissant rapidement aux options qui s'offraient à eux. « Il y a autre chose », ajouta Henderson avec hésitation. Jake Cassidy a survécu à ses blessures de la dernière confrontation et il cherche activement des volontaires pour ce qu'il appelle une « expédition de nettoyage ». Il prétend que si les autorités n'agissent pas, les citoyens honnêtes devront prendre les choses en main. Thomas s'arrêta net. Il menace de « venir ici ?» Plus que des menaces. J'ai entendu dire qu'il rassemble des hommes, des durs, pas des citoyens ordinaires, le genre d'individus qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. Ayanna se leva et vint se placer près de Thomas. « Combien de temps avons-nous » Difficile à dire. Quelques jours, peut être une semaine. Jake attend de voir si vous cédez aux pressions officielles avant de passer à l'action directe. Après le départ d'Henderson, Thomas et Ayanna restèrent longtemps silencieux, chacun mesurant la gravité de la situation. Ils savaient que le moment de vérité approchait, celui où ils devraient choisir entre leur bonheur et leur sécurité. « Nous pourrions partir », dit finalement Ayanna, « quitter l'Arizona, aller vers l'ouest, vers la Californie, recommencer ailleurs sous de nouveaux noms. » Thomas secoua la tête. Fuir ne résoudrait rien. Et cette terre, ce ranch, c'est tout ce qui me reste de ma vie d'avant. Je ne peux pas l'abandonner. Alors, nous devons nous préparer à nous battre. Vous n'êtes pas obligé de rester, dit Thomas en la regardant intensément. Vous pourriez effectivement partir vers une réserve, recommencer une nouvelle vie en sécurité. Ayanna le gifla. Pas fort, mais suffisamment pour le surprendre et lui faire comprendre à quel point sa suggestion l'offensait. « Ne dites plus jamais cela, » dit-elle d'une voix tremblante de colère. « Plus jamais. Nous avons fait un choix ensemble. Nous l'assumons ensemble, jusqu'au bout. » Cette détermination farouche émut Thomas profondément. Il prit Ayanna dans ses bras et la serra contre lui, sentant sa force et sa résolution se mêler aux siennes. « Dans ce cas, » murmura-t-il contre ses cheveux, « préparons-nous. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Thomas sortit de la remise des armes qu'il n'avait pas utilisées depuis des années. Des fusils de chasse, des revolvers, des munitions. Il nettoya méticuleusement chaque pièce, huilant les mécanismes, vérifiant les canons. Ayanna, de son côté, révéla des compétences qu'elle avait gardées secrètes jusqu'alors. « Mon père m'a appris à me battre, »
expliqua-t-elle en testant la tension d'un arc qu'elle avait fabriqué avec du bois de frêne. Pas seulement à survivre, mais à me défendre. Les femmes apaches ne sont pas des victimes passives. Elle lui montra comment préparer des flèches de guerre, comment aiguiser un couteau pour qu'il traverse les vêtements épais, comment identifier les points faibles d'un assaillant. Thomas découvrit qu'Ayanna était bien plus qu'une guérisseuse et une artisane. Elle était une guerrière. Ensemble, ils fortifièrent le ranch. Ils barricadèrent les fenêtres du rez-de-chaussée, aménagèrent des positions de tir, stockèrent de l'eau et des vivres pour soutenir un siège. Thomas enseigna à Ayanna le maniement des armes à feu, tandis qu'elle lui apprenait les techniques de combat silencieux des Apaches. Ils s'attendront à trouver un rancher solitaire et une femme sans défense, dit Ayanna un soir en examinant leurs préparatifs. Ils vont avoir une surprise. Le soir du 5e jour, Thomas prit une décision qui lui coûtait, mais qu'il jugeait nécessaire. Il s'installa à son bureau et rédigea son testament, un document simple mais précis qui léguait tous ses biens à Ayanna. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle en s'approchant. « Je m'assure que quoi qu'il arrive, vous serez protégé légalement. Ce ranch vous appartiendra, ainsi que tout ce qu'il contient. Personne ne pourra vous en déposséder. » Ayanna examina le document, puis le regarda avec des yeux brillants de larmes retenues. « Vous pensez que nous allons mourir ?»« Je pense que nous devons être prêts à toutes les éventualités. Mais surtout, je veux que vous sachiez que même si le pire arrive, votre avenir sera assuré. » Elle prit sa plume et ajouta quelques lignes au bas du testament. « Si Thomas McKenna meurt avant moi, je lègue à mon tour tous ses biens à la mission Apache de San Carlos pour aider mon peuple. » Signé Ayanna McKenna. « McKenna » questionna Thomas. « C'est le nom que je porterai bientôt, » répondit-elle avec un sourire brave. « Autant commencer à m'y habituer. » Cette nuit-là, ils se marièrent selon les traditions apaches. Ayanna avait préparé une cérémonie simple mais chargée de sens, échangeant des vœux sous les étoiles, liant leur destin selon les rites de son peuple. Thomas offrit à Ayanna une alliance taillée dans un morceau de turquoise de son collier, tandis qu'elle lui offrait un bracelet tressé avec ses propres cheveux. « Maintenant, » dit-elle en contemplant l'alliance à son doigt, « nous sommes vraiment unis. Quoi qu'il arrive, nous le serons pour l'éternité. » Le lendemain matin, ils furent réveillés par le bruit de chevaux qui approchaient. Pas un ou deux, mais plusieurs, peut être une dizaine. Thomas regarda par la fenêtre et vit s'avancer un groupe d'hommes armés mené par Jake Cassidy. Ils s'arrêtèrent à portée de voix, mais hors de portée de tir, formation tactique qui révélait une certaine expérience militaire. « McKenna » cria Jake. « Sors de là, nous voulons parler. » Thomas et Ayanna échangèrent un regard. Le moment qu'ils redoutaient était arrivé. « Reste à l'intérieur » murmura Thomas en prenant son fusil. « Non » répondit Ayanna en saisissant son arc. « Nous avons dit ensemble, nous le ferons ensemble. » Ils sortirent sur le porche, debout côte à côte, face à leurs adversaires. Dans la lumière matinale, ils formaient un couple impressionnant. Lui, grand et déterminé, tenant son fusil avec l'assurance d'un homme qui sait s'en servir. Elle, gracieuse mais farouche, son arc à la main et un carquois plein de flèches sur l'épaule. « Belle matinée pour mourir, pas vrai, McKenna » ricana Jake Cassidy. « Belle matinée pour vivre libre » répondit Thomas d'une voix ferme. Jake cracha dans la poussière. « Tu as eu ta chance de faire les choses à l'amiable. Maintenant, c'est fini. Tu vas nous donner cette squaw, ou on va venir la chercher nous-mêmes. » « Dans ce cas, » dit Thomas en épaule son fusil, « venez donc la chercher. Le signal était donné. » La bataille pour leur amour et leur liberté allait commencer. Le silence qui suivit le défi de Thomas fut chargé d'une tension électrique. 10 hommes armés faisaient face à un couple isolé, mais l'assurance avec laquelle Thomas et Ayanna se tenaient sur leur porche semblait troubler les assaillants. Ils s'attendaient à trouver un rancher apeuré et une femme suppliante, pas cette détermination froide qui émanait de leurs adversaires. Jake Cassidy fit signe à ses hommes de se déployer. Ils étaient venus préparés à un siège, avec des cordes, des torches et suffisamment de munitions pour un long combat. Mais quelque chose dans l'attitude d'Ayanna, dans la façon dont elle tenait son arc comme un prolongement naturel de son corps, commençait à les inquiéter. « Dernière chance, McKenna » cria Jake. « Rends-nous la squaw, et on s'en va sans faire de mal à personne. »« Allez au diable » répondit Thomas en visant Jake avec son fusil. Le premier coup de feu partit presque simultanément des deux côtés.
Thomas tira sur Jake, mais rata sa cible de quelques centimètres, la balle sifflant près de l'oreille du chef des assaillants. En réponse, une volée de balles s'abattit sur le porche, obligeant Thomas et Ayanna à se jeter derrière les barricades qu'ils avaient préparées. « Restez groupés !» hurla Jake à ses hommes. « Ils ne sont que 2 !» Mais Ayanna avait déjà disparu par la porte arrière de la maison, se glissant silencieusement vers l'écurie selon le plan qu'ils avaient établi. Pendant que Thomas maintenait les assaillants concentrés sur la façade, elle se positionnerait sur leurs flancs pour les prendre en tenaille. Thomas rechargea rapidement son fusil et tira de nouveau, touchant cette fois un des hommes à l'épaule. L'homme tomba de cheval en hurlant, semant un début de panique parmi ses compagnons qui réalisaient que leur adversaire savait parfaitement manier ses armes. « Encerclez la maison !» ordonna Jake, furieux de voir son plan d'intimidation échouer. « Murphy et Rodriguez, prenez l'arrière! Les autres, avec moi sur la façade !» 3 hommes contournèrent la maison par la droite pendant que Jake et les 4 autres maintenaient leur position face au porche. Ils ne virent pas Ayanna, accroupie dans l'ombre de l'écurie, qui les observait approcher avec la patience d'une prédatrice. Elle sortit de son carquois une flèche particulière, différente des autres. C'était une flèche de guerre apache, héritée de son père, avec une pointe d'obsidienne taillée selon les techniques ancestrales de son peuple. Mangas Coloradas lui avait dit un jour que cette flèche ne devait servir qu'en cas de danger mortel, qu'elle portait en elle l'esprit de tous les guerriers apaches qui l'avaient précédée. Le premier homme qui apparut au coin de l'écurie ne la vit jamais venir. La flèche le frappa en plein cœur avec une précision mortelle, et il s'effondra sans un bruit. Ses 2 compagnons, surpris par cette attaque silencieuse, cherchèrent désespérément des yeux leur assaillant invisible. Ayanna avait déjà changé de position, se déplaçant avec l'agilité féline que lui avaient enseignée les guerriers de sa tribu. Sa 2e flèche toucha le nommé Murphy à la cuisse, le faisant hurler de douleur et alertant Jake de la présence d'un second tireur. « Elle est derrière nous !» cria Murphy en essayant d'arracher la flèche de sa jambe. « Cette maudite squaw nous tend une embuscade !» Jake se retourna, divisant ses forces entre la maison et l'écurie. C'était exactement ce que Thomas et Ayanna avaient espéré. Profitant de cette confusion, Thomas sortit de sa position et tira rapidement 3 coups successifs, touchant un autre assaillant à l'épaule et en forçant 2 autres à se mettre à couvert. Ayanna réapparut près de l'abreuvoir, tirant une nouvelle flèche qui rata de peu Rodriguez, mais l'obligea à plonger derrière une pile de bois. La synchronisation entre elle et Thomas était parfaite, comme s'ils se battaient ensemble depuis des années. « Bon sang !» rugit Jake, réalisant que sa supériorité numérique ne lui donnait pas l'avantage escompté. « Brûlez la grange! Forcez-les à sortir !» Un de ses hommes alluma une torche et la lança vers le toit de l'écurie. Mais Ayanna était prête. Elle avait stocké plusieurs seaux d'eau près de sa position et éteignit rapidement les flammes naissantes. En même temps, Thomas profita de cette diversion pour changer de position, se déplaçant vers une fenêtre latérale d'où il pouvait mieux voir l'ensemble du terrain. La bataille prenait une tournure que Jake n'avait pas prévue. Au lieu d'une intimidation rapide suivie d'une reddition, il se trouvait engagé dans un véritable combat tactique contre des adversaires qui connaissaient parfaitement leur terrain et savaient se battre. « Rodriguez !» cria-t-il. « Prends 2 hommes et force l'entrée arrière. Moi, je m'occupe de la façade. » Mais Rodriguez était trop occupé à éviter les flèches d'Ayanna pour répondre efficacement. Chaque fois qu'il tentait de bouger, une pointe d'obsidienne venait se ficher près de lui, tirée par une archère invisible qui semblait connaître tous ses mouvements à l'avance. Thomas, de sa nouvelle position, put voir Jake essayer de rallier ses hommes. Il visa soigneusement et tira, sa balle passant si près de la tête de Jake que celui-ci en perdit son chapeau. « Nom de Dieu !» jura Jake en rampant vers un nouveau couvert. « Combien de temps ça va durer ?» C'était exactement la question que se posaient ces hommes. Ils étaient venus pour une expédition punitive rapide, pas pour une guerre de siège contre des adversaires visiblement expérimentés. 2 d'entre eux étaient déjà blessés, un 3e était mort, et ils n'avaient même pas réussi à toucher leur cible. Ayanna profita d'une accalmie pour crier quelque chose dans sa langue natale, un cri de guerre apache qui glaça le sang des assaillants. Pour des hommes élevés dans la terreur des raids indiens, entendre ce hurlement guttural sortir de la gorge d'une femme qu'ils avaient crue docile était profondément déstabilisant. « Elle est folle !» cria un des hommes. « Cette squaw est complètement folle !» Thomas sourit en entendant le cri de guerre de sa femme. Il comprenait maintenant pourquoi les Apaches avaient résisté si longtemps aux armées régulières.
Face à des guerriers comme Ayanna, formés dès l'enfance au combat et à la survie, même une supériorité numérique importante ne garantissait pas la victoire. La première phase de la bataille se terminait sur un constat troublant pour les assaillants. Ils étaient en train de perdre. La bataille faisait rage depuis 1 heure quand le bruit de nouveaux chevaux au galop se fit entendre au loin. Jake Cassidy, qui commençait à douter de l'issue du combat, crut d'abord que des renforts venaient à son secours. Mais quand il reconnut la silhouette du Dr. Henderson menant un groupe de cavaliers, son visage se décomposa. « Cessez le feu !» hurla une voix d'autorité. « Au nom de la loi, cessez immédiatement le feu !» Le shérif Donovan apparut aux côtés d'Henderson, accompagné de 6 citoyens de Copper Creek que Thomas reconnut avec surprise. Il y avait là le banquier Fitzgerald, le forgeron O'Malley, le propriétaire du magasin général Morrison, et même le pasteur Whitfield, l'homme qui avait organisé la campagne contre eux. Jake Cassidy sortit de son abri, furieux de cette interruption. « Donovan, qu'est-ce que vous fichez ici? On nettoie le secteur comme vous l'aviez promis. » Le shérif descendit de cheval, et Thomas remarqua que son visage exprimait une détermination qu'il ne lui avait jamais vue. Donovan avait toujours été un homme veule, cherchant le chemin de la moindre résistance. Mais quelque chose avait changé. « Je n'ai rien promis du tout, Cassidy, » déclara Donovan d'une voix ferme. « Et ce que vous faites ici est illégal. Vous attaquez des citoyens innocents sur leur propriété privée. »« Innocents ?» ricana Jake. « McKenna cache une squaw hostile. Elle représente un danger pour toute la communauté. » Ce fut le Dr. Henderson qui répondit, sa voix portant clairement dans l'air froid du matin. « La seule chose hostile ici, ce sont vos actes, Cassidy. Cette femme a soigné la moitié des enfants de Copper Creek ces derniers mois. Elle a sauvé la vie du fils Morrison quand il a fait cette chute de cheval. » Morrison lui-même s'avança, tenant son chapeau à la main. « C'est vrai, Jake. Ayanna a passé 3 jours au chevet de mon Billy. Sans elle, il serait mort. Je ne peux pas laisser faire ça. » Le forgeron O'Malley hocha vigoureusement la tête. « Pareil pour ma femme quand elle a eu cette fièvre terrible. La demoiselle Apache lui a préparé des remèdes qui ont marché mieux que tout ce qu'on avait essayé. » Jake regardait avec incrédulité cette défection de ses anciens soutiens. « Vous êtes tous devenus fous? C'est une sauvage! Elle va attirer ses frères de guerre ici. » « La seule sauvagerie que je vois, » intervint une voix nouvelle, « c'est la vôtre. » Tous se retournèrent vers le pasteur Whitfield qui s'avançait lentement, le visage grave. L'homme qui avait mené la croisade morale contre Thomas et Ayanna semblait transformé. « Révérend, » balbutia Jake. « Mais vous aviez dit. »« J'avais tort, » déclara Whitfield simplement. « J'ai prêché contre eux par ignorance et par peur. Mais cette nuit, j'ai prié longuement. Et j'ai compris que l'amour véritable ne peut jamais être un péché, quelle que soit la couleur, de peau ou l'origine de ceux qui s'aiment. » Il se tourna vers la maison où Thomas et Ayanna apparaissaient prudemment sur le porche. « Monsieur McKenna, Madame Ayanna, je vous présente mes excuses les plus sincères. J'ai failli à mon devoir de chrétien en prêchant la haine au lieu de l'amour. » Thomas sortit complètement de la maison, Ayanna à ses côtés, tous deux gardant leurs armes à portée de main mais reconnaissant le changement dramatique de la situation. « Comment ce retournement s'est-il produit ?» demanda Thomas au Dr. Henderson. « Votre femme, » répondit Henderson avec un sourire. « Ces dernières semaines, pendant que vous vous prépariez au combat, Ayanna continuait discrètement à soigner les malades de la région. Les gens ont commencé à réaliser qui elle était vraiment. Quand Henderson nous a dit que Cassidy préparait cette attaque, nous n'avons pas pu rester les bras croisés. Ayanna avança d'un pas, s'adressant directement aux hommes qui étaient venus les défendre. « Je vous remercie de votre courage. Vous risquez beaucoup en vous opposant à ceux qui nous haïssent. »« Non, madame, » répondit Morrison. « Le risque, c'est de laisser la haine et l'ignorance diriger nos vies. Vous avez sauvé mon fils. C'est moi qui vous dois tout. » Jake Cassidy et ses hommes restants se trouvaient maintenant en position de faiblesse. Face à eux se dressaient non seulement Thomas et Ayanna, mais aussi les représentants légitimes de l'autorité civile et religieuse de Copper Creek. « Cassidy, » dit fermement le shérif Donovan, « je vous arrête, vous et vos hommes, pour attaque à main armée, violation de propriété privée et tentative de meurtre. »« Vous n'avez pas le droit, » protesta Jake. « Nous défendons la communauté. Vous défendez vos propres préjugés, » rétorqua Donovan. Et pour la première fois, depuis qu'il portait l'insigne,
Il agissait en vrai représentant de la loi plutôt qu'en politicien opportuniste. La reddition des hommes de Cassidy fut rapide. Privé de légitimité morale et confronté à une force supérieure, il n'avait plus le choix. Jake lui-même, malgré sa fureur, dut se résoudre à jeter ses armes. Pendant que Donovan procédait aux arrestations, le pasteur Whitfield s'approcha de Thomas et Ayanna. « Si vous le souhaitez, dit-il humblement, j'aimerais célébrer votre mariage selon les rites chrétiens, pour que votre union soit reconnue par toute la communauté. » Thomas regarda Ayanna, qui hocha la tête avec émotion. « Nous acceptons, révérend, mais à une condition. Laquelle? Que la cérémonie incorpore aussi les traditions apaches. Notre amour unit deux peuples, notre mariage devrait refléter cette richesse. » Whitfield sourit pour la première fois depuis longtemps. « Ce sera un honneur d'apprendre vos traditions, madame, et de les célébrer avec vous. » Alors que les derniers échos de la bataille s'estompaient et que les blessés étaient soignés, Thomas et Ayanna réalisèrent que leur victoire était plus profonde qu'un simple succès militaire. Ils avaient gagné le respect et l'acceptation de leur communauté. Leur amour, né dans l'adversité, avait fini par transformer les cœurs et les esprits de ceux qui les entouraient. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant un paysage transformé. La neige commençait à fondre, promesse de printemps et de renouveau. Pour Thomas et Ayanna, l'hiver de leur solitude était définitivement terminé. 3 mois avaient passé depuis la bataille qui avait transformé le destin de Thomas et Ayanna. Le printemps de 1884 était arrivé avec une douceur particulière, comme si la nature elle-même célébrait la paix retrouvée au ranch McKenna. Ce matin d'avril, toute la communauté de Copper Creek s'était rassemblée pour assister au mariage officiel de Thomas et Ayanna. La cérémonie avait lieu dans le jardin du ranch, sous le grand chêne où reposaient Margaret et l'enfant mort-né, avec la bénédiction symbolique de ceux qui avaient précédé cette nouvelle union. Ayanna portait la robe de Margaret, finalement achevée selon ses propres desseins. Le vêtement était d'une beauté saisissante, mêlant la dentelle irlandaise de l'épouse défunte aux broderies apaches d'Ayanna. Les motifs traditionnels des deux cultures s'entrelaquaient harmonieusement, créant quelque chose d'entièrement nouveau et pourtant respectueux de chaque héritage. Thomas se tenait près de l'autel improvisé que le pasteur Whitfield avait dressé, vêtu de son meilleur costume et portant au poignet le bracelet apache qu'Ayanna lui avait offert. À son doigt brillait l'alliance qu'elle avait taillée dans la turquoise de son collier familial, symbole de leurs 2 mondes unis. Le docteur Henderson officiait comme témoin principal, aux côtés de Morrison et O'Malley, qui avaient tenu à être présents. Même le colonel Bradshaw était venu, en grand uniforme, apportant les excuses officielles de l'armée et la reconnaissance fédérale de leur union. « Mes chers frères et sœurs, » commença le pasteur Whitfield d'une voix émue, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de Thomas et Ayanna, mais aussi la réconciliation de 2 peuples à travers leur amour. » La cérémonie alternait entre les rites chrétiens et les traditions apaches. Ayanna avait insisté pour que son héritage culturel soit pleinement représenté, et Whitfield avait étudié avec attention les coutumes qu'elle lui avait enseignées. « Thomas McKenna, » dit le pasteur, « acceptez-vous de prendre Ayanna pour épouse, de l'honorer selon vos traditions et les siennes, dans le respect de sa culture et de la vôtre? »« Oui, je l'accepte, » répondit Thomas d'une voix ferme. « Et je promets d'être non seulement son époux, mais aussi le gardien de son héritage et le pont entre nos 2 mondes. »« Ayanna, » continua Whitfield, « acceptez-vous de prendre Thomas pour époux, en union selon les lois de son peuple et les traditions du vôtre? »« Oui, » répondit Ayanna, les yeux brillants de joie. « Je promets d'être sa femme, sa compagne et sa force, aujourd'hui et pour tous les jours qui viendront. » L'échange des anneaux fut suivi d'un rituel apache où Thomas et Ayanna partagèrent l'eau et le maïs, symbole de vie et de prospérité. Puis Whitfield prononça les paroles qui les unissaient officiellement devant Dieu et devant la communauté. Quand il leur permit de s'embrasser, l'assistance applaudit chaleureusement. Mais le moment le plus émouvant vint quand Ayanna se dirigea vers la tombe de Margaret et y déposa un bouquet de fleurs sauvages. « Merci !» murmura-t-elle en posant sa main sur la pierre tombale. « Merci de m'avoir montré comment l'aimer. » Le repas de noces qui suivit fut un mélange joyeux de traditions culinaires. Ayanna avait préparé des plats apaches que les invités découvraient avec curiosité, tandis que les femmes de Copper Creek avaient apporté leur spécialité. L'harmonie qui régnait était remarquable,
preuve que les barrières culturelles pouvaient s'effacer devant la bonne volonté. Au cours de la soirée, le colonel Bradshaw prit Thomas à part pour une conversation privée. « McKenna, dit-il, j'ai une proposition à vous faire de la part du gouvernement territorial. Nous avons besoin d'hommes comme vous, capables de faire le pont entre les communautés blanches et indiennes. Accepteriez-vous un poste d'agent de liaison et de médiateur? » Thomas réfléchit quelques instants. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Voyager dans la région, aider à résoudre les conflits, faciliter les négociations. Votre épouse serait un atout précieux dans cette mission, avec sa connaissance des deux cultures. Thomas regarda Ayanna qui bavardait avec les femmes de la ville, parfaitement à l'aise malgré les différences de background. J'en parlerai avec elle. Mais si nous acceptons, ce sera à nos conditions. Nous ne ferons rien qui puisse nuire à son peuple ou au mien. Naturellement, acquiesça Bradshaw. C'est exactement pour cette intégrité que nous vous voulons. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Ayanna annonça une nouvelle qui remplit Thomas de joie. Elle était enceinte. Leur premier enfant naîtrait à l'automne, fruit de leur amour et symbole d'espoir pour l'avenir. Un bébé qui portera le sang des deux peuples, dit-elle en posant la main de Thomas sur son ventre encore plat. Notre contribution à un monde meilleur. Cette nuit-là, quand ils furent enfin seuls, Thomas et Ayanna sortirent sur le porche pour regarder les étoiles, comme ils l'avaient fait tant de fois depuis leur première rencontre. Mais cette fois, ils n'étaient plus deux solitaires cherchant du réconfort dans la nuit. Ils étaient mari et femme, unis légalement et spirituellement, prêts à construire ensemble un avenir qui semblait enfin sourire. « Vous souvenez-vous de vos premiers mots ?» demanda Thomas en serrant Ayanna contre lui. « Nous sommes seuls. Faisons ce qu'il faut, » récita-t-elle. « Mais nous ne sommes plus seuls maintenant. »« Non, » murmura Thomas en embrassant ses cheveux. « Et nous avons fait ce qu'il fallait. » Ayanna leva les yeux vers les étoiles qui avaient été les témoins silencieux de leur rencontre. « Mon père avait raison. Les étoiles guident ceux qui sont perdus vers leur véritable destinée. » Au cours des années qui suivirent, le ranch McKenna devint un havre pour tous les marginaux et les rejetés de la société. Thomas et Ayanna accueillirent d'autres couples mixtes, des orphelins métis, des veuves apaches, créant une communauté unique où les différences étaient célébrées plutôt que craintes. Leurs enfants grandirent en parlant deux langues, en connaissant deux cultures, en servant de pont naturel entre les mondes. Leur fille aînée, Margaret Paloma, devint médecin et continua l'œuvre de guérison de sa mère. Leur fils, James Mangas, devint avocat et défendit les droits des peuples indigènes. Thomas prit sa retraite d'agent de liaison à 60 ans, mais le ranch continuait d'attirer ceux qui cherchaient un endroit où vivre librement leurs différences. Ayanna, devenue une sage respectée, enseignait ses techniques de guérison à quiconque voulait apprendre, perpétuant la tradition de sa grand-mère Itza. Quand Thomas mourut paisiblement à l'âge de 78 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants, ses derniers mots furent pour Ayanna. « Merci de m'avoir appris à espérer de nouveau. » Ayanna lui survécut 10 ans, continuant leur œuvre commune et transmettant leur histoire à la génération suivante. Quand son heure vint, elle fut enterrée aux côtés de Thomas sous le grand chêne, leur tombe rejoignant celle de Margaret dans un cercle symbolique d'amour et de réconciliation. Aujourd'hui encore, leurs descendants vivent sur ces terres d'Arizona, gardiens d'un héritage unique où l'amour a triomphé de la haine, où la compréhension a vaincu la peur. Et parfois, quand le vent souffle dans les collines, on dit qu'on peut encore entendre l'écho de ces mots qui ont tout changé. Nous sommes seuls. Faisons ce qu'il faut. Car il l'avait fait, vraiment fait, créant un monde où l'amour n'avait pas de couleur, où la dignité n'avait pas de frontières, où deux âmes perdues avaient trouvé leur chemin vers la lumière.